Bienvenue à ce 11e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut IGI, Institut de recherche par des praticiens, centre de formation et développeur de l'outil Holacracy dans le monde. Alors le thème d'aujourd'hui, Bernard Marie, fait suite à une tribune que tu as écrite quant à l'illusion de pouvoir que l'on peut avoir dans le management conventionnel, qui serait en quantité limitée, afin de plutôt basculer dans une autre forme de management avec une puissance illimitée au service de ses rôles. Nous allons voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard-Marie? Ravi d'être avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. En fait, je me rends compte qu'on fait ça tous les mois. Peut-être qu'il faudrait faire ça tous les 15 jours. J'ai bien hâte de commencer. Alors, première question, Bernard-Marie, comment est-ce possible de passer d'un pouvoir sûr, donc limité, à une autre forme de pouvoir dont tu dis qu'il est illimité? Et pour commencer, peux-tu définir ce qu'est le pouvoir sûr? Et après, tu nous indiqueras comment, je te cite, hein, disrupter ce pouvoir pour multiplier et distribuer une puissance illimitée. Oui, volontiers. Donc, c'est intéressant de poser la question du pouvoir au sein des organisations et peut-être plus largement sur la planète Terre, mais ce n'est pas le propos là maintenant. Et effectivement, quand on parle de pouvoir, inconsciemment, on est en fait sur une notion de pouvoir sûr. Exemple, je suis directeur de la recherche et développement dans tel laboratoire. Eh bien, ça veut dire pour tout le monde, dans l'inconscient collectif, j'ai le pouvoir sur la fonction recherche et développement. Donc ça, c'est mon terrain de jeu, mon territoire. Et j'ai pouvoir sur mon équipe. D'ailleurs, quand je parle de mon équipe, j'utilise mon. Voilà, ça, c'est le pouvoir sûr. Euh, et, euh, et du coup, et la question, et la remarque, l'observation qu'on peut faire, c'est que ce pouvoir sûr, il est attaché à une personne. Le pouvoir sur la R&D, il est attaché à la personne qui, dans la case patron de la R&D, est indiquée. Donc, en fait, et évidemment, pour moi, depuis longtemps, c'est une limite énorme au système de gestion du pouvoir, c'est-à-dire à la façon d'organiser les choses, parce que quand on creuse un peu toutes ces questions pour améliorer la façon dont fonctionne une entreprise, pour améliorer le terrain de jeu, pour que les gens puissent développer leur puissance à leur propre rythme, on voit bien qu'on se heurte tout de suite. Enfin, moi, c'est une évidence pour moi, c'est pour ça que j'ai créé l'Institut depuis des dizaines d'années. On se heurte à la question du pouvoir. Est-il possible de créer une autre forme de pouvoir? Oui, mais pour créer une autre forme de pouvoir, il ne faut plus l'attacher directement à la personne. C'est aussi simple que ça. Et donc, on change le modèle, on crée un modèle différent. Le modèle différent, il est tout simplement basé sur le fait que, au lieu de considérer simplement qu'il y a dans une entreprise, il y a deux systèmes, finalement, le système des personnes, le système de l'individu en tant que système, et puis le système du collectif, du nous, du corps social. Ça, c'est les deux systèmes dont on parle tout le temps, je, nous. Et du coup, on accroche le pouvoir, soit à je, soit à nous. Imaginons que l'entreprise, tout le monde le dit, alors faisons-le, que l'entreprise est un être vivant, est un organisme vivant doté de sa propre identité, qui ne fait pas partie de l'espèce humaine, certes, mais c'est quand même un organisme vivant. Auquel cas, on n'a plus deux systèmes, mais trois systèmes. L'individu, le système individu, le système collectif, le corps social, le nous, le collectif, et puis le système propre à l'entreprise. Ça tombe bien parce que l'entreprise est une personne morale, pas physique, mais une personne morale. À partir du moment où on accepte cette idée qu'il y a un troisième système, aussi important que les deux autres, alors à ce moment-là, du coup, on peut attacher le pouvoir sur le corps de ce troisième système qui est l'organisation. Et donc, avec Holacracy, management constitutionnel, on définit le corps sous forme d'holarchie avec la notion de rôle et de cercle. Je pense qu'on est habitué maintenant à ces terminologies qui ont été reprises par beaucoup de mouvements. Et donc, le pouvoir, au lieu d'être attaché à une personne, et maintenant, elle est attachée à un rôle. Et du coup, et après, la personne profite de l'autorité, des délégations d'autorité qui ont été conférées à ce rôle en énergisant à partir du moment où elle est affectée à ce rôle. Et c'est ça qui permet de faire toute la différence. Et donc, il n'y a plus de notion de pouvoir sûr attaché à une personne. Mais il y a des rôles qui sont définis, qui sont des organes. La fonction R&D, probablement un rôle, même peut-être un cercle. Donc, il y a des organes qui sont définis au service de l'organisation, qui font partie du corps de l'organisation, vu comme un écosystème avec plusieurs petites entreprises qu'on appelle les rôles et les cercles. À partir de ce moment-là, les personnes, elles sont affectées à des rôles, tout simplement, et en tant que leader de rôle, leader de cercle. Et du coup, à partir du moment où elles sont affectées à ces rôles, elles épousent les autorités qui ont été déléguées par l'organisation, par ce qu'on appelle la gouvernance, aux 10 rôles. Et donc, ils n'ont plus de pouvoir sûr parce que le rôle est défini par
le sens du rôle, la raison d'être, le potentiel créateur le plus profond que ce rôle peut apporter au monde et que le monde attend. Autrement dit, entendez bien là derrière, il faut qu'il y ait des clients qui profitent de la valeur ajoutée créée par ce rôle. Et puis, ce qu'on appelle des offres de services. Et, euh, et du coup, le fait, comme un boulanger a des offres de services, qui est la vitrine en fait de la boulangerie, et non pas les activités que fait le boulanger. Que le boulanger se lève à 2 heures du matin, etc., on s'en fiche. Ça, c'est les fonctions internes, l'organisation interne du rôle de boulanger. Ce qui nous intéresse, nous, je veux dire clients potentiels ou fournisseurs potentiels, c'est la vitrine. C'est l'interrelation avec le monde et ça passe par la vitrine. C'est pour ça qu'il y a des vitrines dans tous les magasins. Et du coup, le fait d'avoir maintenant ce rôle et me permet en fait d'avoir une délégation d'autorité parce que le rôle, par la définition, c'est ça qui est magique, par la définition même du rôle, à travers sa raison d'être et ses redevabilités, vous donne l'autorité. La raison d'être est une délégation explicite d'autorité pour faire toute action ou tout projet que tu juges nécessaire, toi, être humain affecté à ce rôle, pour manifester davantage cette raison. Donc, c'est une autorisation explicite, c'est une permission explicite, c'est une autorité. Idem pour chacune des raisons d'être, donc tout ce qu'il y a dans la vitrine. Par exemple, développer pour la R&D, si je reviens à la fonction R&D, développer de nouveaux produits. Bon, ça, c'est une offre de service pour des clients internes à l'entreprise, probablement, et peut-être externes. Et bien, le fait d'avoir cette redevabilité-là, cette offre de service, cette proposition de valeur, et ce que j'offre au monde, la promesse que je fais au monde qui veut en profiter et profiter de cette valeur ajoutée, eh bien, me donne évidemment l'autorité, la permission explicite de mener toute action ou tout projet qui me permettent de mettre en œuvre cette offre de service, cette proposition de valeur dans l'intérêt, au service de l'ensemble des clients. Et donc, on voit bien qu'on passe d'un pouvoir sûr, je suis le patron de la R&D, c'est mon équipe, c'est ma fonction, à j'ai un rôle R&D et je me mets au service de mes clients en leur apportant la valeur. Et j'ai des autorisations explicites pour prendre toute action et tout projet pour créer de la valeur. Donc, on passe d'un concept de pouvoir sûr qui ne crée rien du tout, hein, même ça peut créer des bureaucraties, bien sûr, par construction, j'entends, à une autorité, des autorisations explicites pour créer de la valeur pour mes clients, pour ce que le monde attend. Et ce qui est vrai pour le manager est vrai pour tous les collaborateurs. Et c'est pour ça que je dis qu'on passe aussi d'une forme de pouvoir limité, parce que le pouvoir limité, bien sûr, que le pouvoir est limité quand j'ai le pouvoir sûr. Donc, une fois qu'on a dit que le patron de la R&D avait tout le pouvoir, après, on dépend de monsieur le patron de la R&D pour qu'il délègue un peu des pouvoirs avec pas d'outils, parce que la fonction managériale aujourd'hui, dans le modèle conventionnel, est d'une pauvreté. Ce n'est pas une critique, c'est juste la réalité. Donc, on n'a pas vraiment de système de délégation explicite d'autorité et de pouvoir. Et ce qui fait craindre d'ailleurs, ce qui fait dire qu'on les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, évidemment, parce qu'on est dans un modèle mental où on pense qu'il est limité. Et donc, si moi, patron, manager, je dois donner mon pouvoir à des personnes, ça veut dire qu'à la sortie, j'en aurai moins. Donc, on oublie tout ça. Il n'y a pas d'issue là-dedans. Pouvoir partagé, gouvernance partagée. On oublie ça. Ça n'a pas de sens. Enfin, si on met la barrière haute, et je pense qu'il est temps de mettre la barrière haute, et donc de changer de modèle mental, au profit d'autorités distribuées à travers le mécanisme des rôles, donc tous ces corps tous ces éléments, toutes ces mini-entreprises qui constituent le corps de l'organisation, le corps de l'entreprise, que ce soit une entreprise privée, coopérative, associative, peu importe. Et du coup, toutes les personnes, y compris le patron de la R&D, sont affectées à des rôles. Et donc, on distribue une autorité qui est illimitée. La seule limite de cette autorité, c'est la limite des personnes à s'emparer de leur potentiel de création de valeur au service de leur rôle. Donc, la limite, elle est juste donnée par les personnes qui occupent les rôles et non plus par le système. Donc, il n'y a plus de pouvoir limité. Illusion de pouvoir limité, allons carrément, parce que je ne pense pas qu'on puisse gouverner les personnes. Et puis, on va vers un pouvoir qui est une puissance, je parle de puissance, moi, qui est illimitée. Et en fait, on crée un système. Bon, c'est simple à comprendre finalement, c'est comme en permaculture, plutôt que de se focaliser sur les fruits et les légumes, plutôt que de se focaliser sur les êtres humains, leur donnant tout et en centrant tout sur l'humain, prenons du recul et disons-nous que les fruits et les légumes, en tout cas en permaculture, c'est comme ça, pousseront davantage et mieux que si on s'occupe du terrain. Donc, les personnes développeront plus leur puissance si on s'occupe du terrain. Donc, en fait, cette notion, c'est un changement énorme en termes de structure de pouvoir, énorme, qui est à la base de la lacratie, c'est le concept de la lacratie au départ, ça, et va probablement créer un environnement qui va permettre que les hommes, à leur rythme, les hommes et les femmes, les hommes à leur rythme puissent s'empuissancer. À leur rythme, j'entends bien, parce que la structure est prête pour ça. C'est un peu comme un travail de jardinier, met en place un environnement, je soigne la terre pour que les choses poussent.
Et alors, comment est-ce que les personnes s'emparent-elles de cette nouvelle forme de pouvoir? Est-ce qu'il y a des limites vis-à-vis de ça? Et est-ce que tous les employés vont-ils facilement en fait endosser ces nouvelles autorités? La réponse est non. En fait, là, on focalisé, il y a un peu de sujets un peu différents que les managers, je pense qu'on y reviendra plus tard, et puis les employés, qu'on on veut plus employer le mot employé pour gommer une espèce de façon pudique et irréaliste et illusoire la notion de lien de subordination. Donc, effectivement, quand il y a contrat de travail, il y a employé. Alors maintenant, on appelle ça les collaborateurs. Moi, j'aime pas trop parce que ça fait oublier, il vaut mieux confronter la réalité, c'est qu'il y a un lien de subordination. Et donc, les collaborateurs, déjà, ils ont une limite d'entrée de jeu. C'est que par contrat de travail, ils ont quelqu'un qui est responsable d'eux. Donc, comment pourrait-il être responsable? Alors, je sais que la plupart des gens gomment ça, mais c'est fondamental. Comprendre ça, c'est une architecture et on ne peut pas rigoler avec les architectures quand elles existent. Euh, du coup, moi, j'avais effectivement ce biais cognitif, ce fantasme, ces projections, j'en suis bourré, comme tous les êtres humains sur la planète Terre que je connais, qui est que, comme pour moi, c'est évident que dès qu'il y a un peu de possibilités de puissance et de création, ben, je suis content de ne pas avoir de contraintes et je m'en empare. Ce qui m'a conduit à créer 5 entreprises, par exemple. En fait, la réalité, c'est que la plupart des collaborateurs ne le font pas. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, ce n'est pas une critique. La plupart des employés ne le font pas, ou n'ont pas envie de le faire, ou n'ont pas les capacités de le faire. Et on peut comprendre ça, puisque ça fait quand même plus d'un siècle, si je me limite à Fayol Taylor, mais on peut revenir beaucoup plus en amont, où les gens sont habitués à fonctionner dans un modèle pyramidal, c'est-à-dire qu'ils ont donné l'autorité, parfois contractuellement avec un contrat de travail, à quelqu'un d'autre qu'eux, qui s'appelle l'employeur. Et donc, c'est sûr que quand tu as été habitué à ça pendant des années, parents, grands-parents et toutes les générations d'avant, il y a quand même quelque chose qui est un peu engrammé dans nos modèles de fonctionnement. Donc, ce qui fait que le réveil, la volonté de se réveiller et le réveil peuvent prendre du temps. Et il y a très peu de gens, en fait, qui sautent dessus. Il y en a au départ. Moi, je dis c'est moins de 15%. Allez, 15-20% pour être un peu optimiste ce matin. Et donc, il y a 80% des personnes pour qui ça ne parle pas nécessairement, ou alors intellectuellement, ça leur parle, surtout s'ils ont du mal vécu précédemment, ce qui est rarement pas le cas. Mais de là à passer à l'acte, de là à prendre l'énergie de la responsabilité dans leur rôle, il y a un grand pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement, et on ne force pas un âne à boire. C'est-à-dire, si les gens n'ont pas envie, ils ont le droit de ne pas avoir envie, ils n'ont pas été recrutés pour ça au départ. Soit ils n'ont pas envie, soit ils n'ont pas encore la posture. Et la posture, parce que c'est une nouvelle posture qui est demandée. En fait, on demande à des gens de passer, donc c'est tout le concept de travail, la notion de travail qui est modifiée. On demande à des gens de passer, qui ont été recrutés, qui font bien leur boulot, qui sont fiers du travail qu'ils font dans un certain mode de fonctionnement, de continuer à faire le boulot, mais en plus à se positionner avec une posture, une identité de patron d'une mini-entreprise qui est leur rôle. Euh, et ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un apprentissage, ce qui nécessite d'abord d'avoir envie de le faire et puis d'autre part d'acquérir quelques compétences. La première compétence, c'est de descendre ce que j'appelle, je vulgarise en parlant de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Je me rends compte que la plupart des personnes, ce n'est pas du tout une critique, n'ont pas le réflexe en dehors du travail, en dehors de la seringue du travail, de courir, de faire leur travail en fonction des échéances, etc., de s'aménager des espaces pour prendre du recul par rapport à leur travail, de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Faites l'essai, moi je le fais tous les jours dans les organisations, en fait, rare les personnes, peu de personnes le font, mais si tu ne fais pas ça, comment est-ce que tu peux améliorer les choses dans ton entreprise? Comment est-ce que tu peux innover dans ton entreprise? C'est juste pas possible. Ça, c'est un fonctionnement de tous les entrepreneurs ont ce fonctionnement. Ils descendent de vélo pour se regarder pédaler, ils s'aménagent des ouvertures, ils s'ouvrent, en fait c'est une ouverture tout simplement, ils s'ouvrent à ce vers quoi l'entreprise aspire à être, une espèce d'ouverture. Donc c'est un nouveau réflexe et puis en plus de ça, il faut accepter de s'ouvrir parce que quand tu t'ouvres, tu risques de prendre l'énergie de la responsabilité, ce que Peter Koenig appelle les principes sources. L'énergie de la responsabilité, c'est important. Prendre l'énergie de la responsabilité, c'est s'envelopper d'un manteau ou d'une cape invisible de la responsabilité qui fait que la personne qui prend cette énergie de la responsabilité ne lâche rien, donne son meilleur, prend des risques et les assume. Mais la plupart des gens ne sont pas dans cette posture. Qu'est-ce qui fait que d'autres font leur job, font bien leur job, mais ils vont surfer, ils vont laisser les choses filer, ou ils vont se laisser vivre dans une certaine forme de superficialité. Et parfois, ils vont être amenés forcément à se protéger, à se cacher, à se justifier. Là, on est sur une notion majeure qui fait que, et qui est nécessaire pour que quelqu'un devienne patron dans son rôle, puisqu'il n'en a vraiment pas d'autre patron au-dessus de lui, pour ce qui concerne ce rôle. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est
Et là, on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a une compétence, une conscience qu'il faut sans doute avoir pour être en mesure de prendre la responsabilité et travailler avec ça, c'est d'avoir confiance et conscience des différentes dimensions autour de moi. Il y a la dimension de mon rôle, moi et mon rôle, bien sûr, c'est essentiel, mais il n'y a pas que ça. Il y a la dimension de l'autre, il y a la dimension de l'équipe, il y a la dimension du cercle, il y a la dimension de l'entreprise tout entière et il y a la dimension de l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue, parce que tout ça, c'est la même chose. Donc, cette capacité à simultanément être multidimensionnel, qui est un des enjeux du self-management, n'est pas aussi répandu que ça. Et c'est tout un travail d'apprentissage. L'être humain est câblé pour le faire, l'apprendre, bien sûr, de la même manière que n'importe quel être humain est câblé pour prendre l'énergie et la responsabilité. Et en même temps, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas des choses qui sont acquises aujourd'hui, qui ne sont pas encore descendues dans la matière à travers les différents individus, en grande majorité. Donc, la réponse, c'est non, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, voilà, donc il y a un travail, ce qui passe d'abord par une structure qui le permet, hein, donc c'est ce dont on a parlé juste avant. Il faut changer la nature du pouvoir, créer un environnement dans lequel les choses peuvent se pousser, l'empuissancement des personnes peuvent pousser, puis après, accompagner les personnes. Et il y a plein de formes d'accompagnement. Par exemple, sur la question de la prise de l'énergie et de la responsabilité, nos travaux montrent que la limite principale, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'ouverture à ce qui aspire à être. Et souvent, cette ouverture, elle est fermée par des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de sortir du rang, avec la loi de l'omerta dans beaucoup d'entreprises. Je ne peux pas me sortir du rang parce que sinon, le reste du troupeau de l'équipe va m'exclure. Ou alors, je ne me sens pas légitime. Donc, on voit bien qu'il y a un travail personnel qui devient nécessaire pour s'ouvrir à capter cette énergie de responsabilité et qui arrive toute seule. Voilà. Pour commencer, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir survolé le sujet, mais c'est un peu le jeu de ces rendez-vous. Et alors, justement, quelle est la démarche pour éradiquer en fait la notion de pouvoir dans l'entreprise? Et d'ailleurs, faut-il ou peut-on l'éradiquer? Et à quel moment je peux utiliser la notion de domaine? Comment est-ce que ça marche? Je crois que l'intention, il n'est pas d'éradiquer quoi que ce soit. C'est construire le futur en critiquant le passé, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'éradiquer la notion de pouvoir dans l'entreprise. C'est la notion de quel environnement digne de l'être humain 2022, j'ai 2021 encore 2021. Quel environnement est un environnement favorable au développement de la puissance des personnes, sans ingérence, sans les pousser. Ce n'est pas en tirant sur la queue des radis qu'on les fait pousser plus vite, mais il faut reconnaître que l'environnement du pouvoir sûr, ce n'est pas un environnement qui est favorable. Je peux le démontrer, on n'a peut-être pas le temps, mais démontrer en 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait d'ailleurs. Donc, il ne s'agit pas d'éradiquer, il s'agit de construire autre chose qui permette naturellement, de façon organique et vivante, de permettre aux gens de développer leur puissance. Et aussi aux entreprises, associatives, etc. Quand je utilise le mot entreprise, c'est toute forme juridique confondue, ce n'est pas la question. Toute organisation vivante de se développer aussi la puissance. Donc, comment est-ce qu'on se met au service de la vie? Comment est-ce qu'on permet de développer la puissance de la vie? Comment est-ce qu'on fait un avec la vie pour développer la puissance de tous les êtres vivants qui sont en vie? C'est ça la question de fond. Du coup, la démarche, ça passe par, j'ai commencé à le dessiner là, à travers tes questions, Louis. La démarche, c'est d'abord, ça passe par la structure. De toute façon, ça passe par la structure parce qu'il faut nécessairement changer la notion de pouvoir sûr. Donc ça, on peut le faire qu'à partir d'une structure définie. Nous, on parle de constitution, un référentiel managérial, self-managérial, dans lequel on définit ce que c'est que l'autorité, ce que l'Holacracy fait à merveille. Et puis, ça passe aussi par la même définition de la Constitution, y compris en intégrant les valeurs sous forme de comportement, les croyances éventuellement, etc. Pour rendre explicite, ça c'est le deuxième élément important, pour rendre explicite le corps de l'organisation de l'entreprise, qui est un organisme vivant, non humain, mais vivant quand même, comme un chien, un chat, etc. Il y a d'autres espèces vivantes que l'être humain. Arrêtons de dire que tout doit être centré sur l'humain. Soyons sérieux. Donc, aussi de permettre, à travers le fait qu'on rende explicite ce corps de l'organisation qui est d'une autre espèce, qui n'est pas une espèce humaine, du coup, que cette organisation explicite puisse exprimer, ça va être exprimer, puisse être chahutée par des tensions, ce qu'on appelle les tensions de l'holacratie, chahutée par des événements internes ou externes à l'entreprise, internes ou externes à cet écosystème, et que ce code-là puisse évoluer. Il peut se reproduire en étant altéré
comme un code ADN, là, toutes les fonctions que je suis en train de décrire avec vous, c'est la fonctionnalité de tout organisme vivant et du code. C'est comme ça que fonctionne le code ADN de n'importe quel être vivant. Et du coup, avec les réunions de gouvernance, effectivement, on peut altérer le code. Voilà comment on fait. Alors, dans le code, il y a le rôle dont on a parlé. J'ai parlé tout à l'heure de raison d'être et de modalité. Néanmoins, il y a un troisième élément dont je n'ai pas parlé, qui correspond à ta question, qui s'appelle le domaine. Le domaine, c'est une chasse gardée. Donc, vous pouvez très bien affecter un rôle, par exemple, le rôle site web, et vous pouvez lui affecter un domaine site web. Ça voudra dire pour tout le monde que le site web est propriétaire. Propriétaire, chasse gardée. On ne peut pas toucher le site web sans passer par le rôle site web, donc la personne qui est dans le rôle site web. Alors, vous allez me dire, c'est complètement contradictoire avec ce que je dis depuis le début. Oui, vous avez raison, c'est complètement contradictoire. Et c'est pour ça que le domaine, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise jamais, sauf quand on est obligé, à la marge, de l'utiliser. Parce que c'est un rêve de croire que dans une entreprise, il faut descendre un peu sur terre, c'est un rêve de croire qu'on peut lâcher le contrôle. Ça ne veut rien dire. Évidemment que non. Enfin, c'est les gens qui n'ont jamais été dirigeants d'entreprise ou managers qui puissent dire des choses comme ça. Évidemment qu'il y a des choses à contrôler. Par exemple, la liste des prix. Si dans une entreprise, tout le monde peut faire des prix différents à des clients différents pour le même service, ça va jaser. L'entreprise ne va pas tenir. Celui qui a payé le plus cher va venir te voir pour te demander un avoir, et puis la réputation de l'entreprise va tomber. Donc, il faut reconnaître, principe de réalité, il y a des processus, il y a des choses, ou l'accès au compte en banque, il y a des choses qui nécessitent d'être contrôlées dans une entreprise. Et donc, on va utiliser pour cela la notion de domaine un rôle. Et heureusement. En même temps, quand on accompagne les organisations dans cette phase d'encodage, de rendre compte du code ADN de l'entreprise dont je viens de parler précédemment, moi, j'ai coutume de dire, et je pense que je suis un peu optimiste, j'ai coutume de dire il n'y a pas plus de 5% des rôles ont un domaine. Et en fait, c'est probablement beaucoup moins. Et je leur dis, avant de mettre un domaine, discutons-en ensemble. Et il va falloir, en rigolant, il faut passer sur le corps pour. Parce qu'en fait, plus on crée de domaines, plus on crée de précarés, plus on crée de silos, ce qu'on reprochait à l'ancien système, plus on crée de zones de rigidité, moins on est vivant, plus on va dépendre de décisions arbitraires qui ne sont pas centrées sur la réalité. Donc, voilà pour répondre à ta question. Donc, la notion de domaine, elle doit exister nécessairement, pour les raisons que je viens d'évoquer, à la marge, de façon extrêmement minoritaire. Et voilà comment ça marche. Et du coup, tu parles à un moment aussi d'offre de service, de proposition de valeur. Comment est-ce que tu introduis toutes ces notions auprès des dirigeants, des managers et des collaborateurs? Et on a déjà beaucoup parlé des collaborateurs. Comment ça se passe avec les managers? On dit qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Est-ce que c'est vrai, ça? Voilà, sachant que pour donner un ordre d'idée, tu as encore 7 minutes. Oui, effectivement, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est vrai, mais pas avec la compréhension qu'on en a habituellement. La plupart des gens qui disent ça, ils pensent que c'est la personne manager qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui est dans son ego, etc., comme tout le monde, hein, y compris celui qui dit ça. Donc, bienvenue sur Terre. Si on n'avait pas d'ego, on serait désintégré. Du coup, je pense que ce n'est pas c'est pas la réalité. Enfin, moi, j'ai été manager pendant longtemps. Je connais bien les managers pour les accompagner régulièrement. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à la marge, hein, mais ce n'est pas ça qui se passe en réalité. C'est qu'à pouvoir constant, effectivement, les managers savent que s'ils ont moins de pouvoir, ils vont avoir moins de pouvoir pour résoudre les besoins organisationnels qui sont seuls à ressentir. On n'arrive pas à manager par hasard. C'est un job pour lequel j'ai beaucoup de compassion et aussi pour les collaborateurs. Moi, j'ai compassion pour tout le monde dans le modèle conventionnel. Mais on n'arrive pas manager par hasard. On arrive manager probablement parce qu'on a une capacité probablement supérieure aux autres à capter, identifier dans une démarche plus large, etc., des besoins de l'organisation que les autres, les collaborateurs, ne captent pas. Et du coup, si tu expliques à un manager qu'il va avoir moins de pouvoir, il dit ouais, ok, mais comment je fais moi? Il n'est pas forcément conscient de ça, mais inconscient. Comment je fais moi pour traiter les besoins de l'organisation si j'ai plus de pouvoir d'avant? C'est plutôt ça qui se passe. Et quand on dit que les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est ça qui est derrière à 90% du temps. Et pas ce qu'on pourrait croire, et en cartonnant les managers, ce qui est complètement injuste, de mon point de vue. Donc, du coup, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Hein, c'est plutôt ça. Un manager qui stresse et qui fait de la résistance au changement, dans 90%, plus de 90% des cas, c'est exactement ce que je viens de dire, pour le pratiquer depuis 12 ans auprès de 130 entreprises et des milliers de managers. Donc, réhabilitons un peu 2 minutes le manager. Et on les cartonne trop dans les. Voilà, supprimer les managers, c'est vraiment un gros bullshit, ça. Du coup, comment on fait? On leur explique. Et ce n'est pas évident parce qu'on change de modèle mental.
Donc, les managers, nous, on fait ce qu'on appelle la mise en mouvement du management, des managers, on prend tous les managers, et puis on leur fait pratiquer et en même temps, on leur explique, on lève toutes leurs objections pour qu'ils puissent s'exprimer. Et les managers comprennent assez vite qu'ils gagnent en puissance avec un outil de type holacratie. Ils gagnent en puissance. Mais c'est un prix, évidemment. On n'a rien sans rien, bienvenue sur la planète Terre. Le prix, c'est qu'il faut que le manager accepte de modifier son identité professionnelle, ce n'est pas rien. Il faut qu'il accepte de désapprendre des réflexes qu'il a acquis pendant des années et qu'il pratique assez bien, même plutôt bien. Il était bon là-dedans, même plutôt vraiment bon, pour apprendre, prendre de nouveaux réflexes et apprendre une nouvelle pratique, tout en gardant leur sagesse, leur expérience business. Et donc voilà, ça c'est le deal. Mais quand ils ont compris qu'en fait, avec cet outil, moyennant ce prix, ils peuvent gagner en puissance avec un type de holacratie, ils sont soulagés. Et il y en a qui sont excités, ils sont tous soulagés. Il y en a qui sont excités comme des puces parce que, OK, ils ont une capacité à embrasser le changement qui est hors pair. Et puis, il y en a d'autres qui veulent y aller, mais un peu moins fort parce que leur capacité à embrasser le changement est moins forte et moins d'appétit pour ça voilà, à l'instant T. Ça peut varier, cette capacité à accepter le changement. Et heureusement, c'est une variable dans le temps. Donc, voilà comment on fait. Et en fait, ce n'est pas le plus dur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez facile. Nous, on fait ça en 2-3 jours en présentiel ou en 8 sessions en digital. Et on arrive, toutefois, vous allez me dire, c'est un peu biaisé ce que je viens de dire parce que comme on ne fait pas de prospection, les managers qui viennent nous voir, ils connaissent un peu notre discours. Les dirigeants qui viennent nous voir, évidemment, ils savent à qui ils ont affaire parce qu'on publie beaucoup. Mais l'unanimité des managers, quand on les accompagne, c'est ça. Ils sont à la fin de cette mise en mouvement, ils ont vraiment compris, ils ont pu lever toutes leurs objections. Ils font des yeux gros comme des soucoupes, souvent. On dit waouh, si j'avais pu avoir ça plus tôt, je me serais moins embêté. J'allais dire un gros mot, je me serais moins emmerdé, je vais le dire, dans mon job de manager, parce qu'il faut reconnaître que le job de manager, c'est un job ingrat, pas outillé, des attendus pas explicites, etc. C'est une horreur, ce job-là. Il faut vraiment avoir un méga besoin de reconnaissance et conscience de plein de choses pour pouvoir le faire. Voilà pour répondre rapidement à ta question. Super, merci beaucoup Bernard-Marie. Du coup, merci à tous pour vos participations ainsi que vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois. Vous aurez toutes les informations dans l'email de follow-up. Merci beaucoup Bernard-Marie. Je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Ouais, on a encore 2 minutes, non? Du coup, conclure. Je pense que tout ce qu'on vient de se raconter, c'est probablement une bonne façon, ou en tout cas un élément contributeur décisif pour répondre aux problématiques de la refondation du monde du travail qui s'ouvre en ce moment. On parle du management hybride, on parle du travail hybride, mix présentiel, etc. Je pense qu'il y a plein de choses. La question du management hybride, du travail hybride amène plein de sujets vraiment intéressants, comme par exemple revisiter le concept de bureau. Pourquoi j'irai au bureau si je peux bien travailler à la maison et si je suis introverti, je n'ai pas besoin de beaucoup de relations interpersonnelles. Du coup, ça remet en question le bureau et l'usage du bureau. Qu'est-ce qu'on peut créer comme expérience employée supplémentaire pour les faire revenir au bureau? Alors, il y a tous ceux qui veulent parce qu'ils sont extravertis, ils n'envisagent pas une journée sans aller à la machine à café, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et moi, je fais partie de ces personnes, de gens qui se posent la question de quel est l'intérêt d'avoir un bureau ou quel est l'intérêt de se déplacer quelque part. Surtout que ça occasionne des frais, des coûts de déplacement, écologiques inclus, financiers, écologiques et en temps. Donc c'est un vrai, ça vient challenger ce concept-là. Mais bon, mais sur un plan de l'ingénierie du travail, en fait, eh bien, on quitte le distanciel, nous amène à quitter un système assez facile finalement, parce qu'on était tous proches, et le manager et les managers étaient proches. Donc il y avait une espèce d'intelligence holoptique. Pour reprendre les termes de Jean-François Noubel, qui fait qu'on se voyait, donc on pouvait s'ajuster en fonction de ce qui se passait. Et là, comme il y a du distanciel, on n'a plus ça. On n'a plus cette intelligence collective facile, comme une équipe de foot, chacun fait son job, regarde tous les autres joueurs, et en plus, a le sens du jeu, c'est assez facile. Et parce que c'est dans le même espace-temps. Là, on change d'espace-temps. Et du coup, ça pose la question, et donc on est obligé de passer à un niveau de structuration. Donc ça, je pense que holacratie, le management constitutionnel, répond à ça sur cet aspect-là. Il y en a d'autres avec le management hybride, mais voilà.
Du coup, c'est ça ma conclusion. J'aimerais bien qu'on continue d'ailleurs sur le management hybride. Merci beaucoup Bernard-Marie et merci à tous. Et je vous souhaite donc une excellente journée.